En 1992, dans une salle parisienne, un tribunal a rejugé un homme mort depuis 552 ans. Son crime présumé, l'enlèvement et le meurtre de 140 enfants, ou plus. Son nom, Gilles de Rais, maréchal de France, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, pendu et brûlé à Nantes en 1440 après des aveux que ses propres juges peinaient à écouter. Le verdict de 1992 défie toute logique, je vous le donne à la fin, et il pourrait bien renverser tout ce que vous allez entendre d'ici là. Nous sommes le 21 octobre 1440, dans la salle haute du château de Nantes. Un homme d'environ 35 ans parle, posément, devant l'évêque Jean de Malestroit. Il décrit ce qu'il a fait subir à des enfants de 7 à 18 ans. Le lendemain, il recommence en public et il ajoute des détails. Des détails si insoutenables que, selon la tradition, on aurait fait voiler le crucifix de la salle d'audience. Cet homme n'est pas un vagabond ni un criminel des bas-fonds. C'est Gilles de Rais, l'un des barons les plus riches du royaume, maréchal de France, héros de la guerre de Cent Ans. Quelques années plus tôt, il vivait entouré de chapelains, de chanteurs, d'une véritable cour. Aujourd'hui, il avoue des crimes que ses propres juges, pourtant rompus aux affaires les plus sombres, peinent à écouter jusqu'au bout. Alors la vraie question n'est pas seulement, qu'a-t-il fait? C'est, comment? Comment l'homme qui chevauchait aux côtés de Jeanne d'Arc sous les murs d'Orléans devient-il, en à peine 11 ans, l'accusé du procès le plus noir du Moyen-Âge français? Pour comprendre l'aveu, il faut d'abord remonter au sommet. Car avant d'être un monstre, Gilles de Rais a été tout ce qu'un royaume peut admirer. Il naît vers 1405 dans l'une des familles les plus puissantes de l'ouest de la France. Orphelin à 11 ans, il est élevé par son grand-père, Jean de Craon, un seigneur retors qui lui enseigne une chose, tout s'achète, tout se prend. Jeune adulte, Gilles possède des forteresses en Bretagne, en Anjou, en Poitou, Tiffauges, Machecoul, Chantossé et des revenus que ses héritiers estimeront à 50 000 livres par an. Une fortune colossale. Février 1429. Au château de Chinon, il assiste à l'arrivée d'une jeune fille de 17 ans qui affirme entendre des voix divines, Jeanne d'Arc. Quand elle marche sur Orléans assiégé, Gilles de Rais commande l'escorte du convoi, le 25 avril 1429. Il se bat à la Bastille Saint-Loup, à Jargeau, à Patay. Et lors de l'assaut manqué sur Paris, quand Jeanne est blessée, il se tient à ses côtés. Le 17 juillet 1429, jour du sacre de Charles VII à Reims, il est élevé maréchal de France. Il a environ 24 ans. Le roi l'autorise même à border son blason de fleurs de lys, un honneur réservé aux plus fidèles serviteurs de la couronne. Fortune immense, gloire militaire, faveur royale, Gilles de Rais touche le sommet absolu. Retenez bien cette image, parce que ce qui suit dépasse l'entendement, car ce héros dépense comme aucun seigneur de son temps. Il entretient une chapelle privée au faste digne d'une cathédrale, des dizaines de chantres, une petite armée personnelle. En 1435, il finance à Orléans un spectacle démesuré, le mystère du siège d'Orléans, des centaines de rôles, des costumes neufs portés une seule fois, des banquets offerts à la foule. Chaque représentation engloutit des sommes folles. Mais 1431, Jeanne d'Arc brûle à Rouen, condamnée pour hérésie. Gilles, lui, s'éloigne peu à peu des champs de bataille et s'enferme dans ses terres. En 1432, son grand-père meurt en léguant son épée non pas à Gilles, mais à son frère cadet, comme un désaveu silencieux. Et selon les témoignages recueillis plus tard au procès, c'est autour de ces années-là que les premiers enfants commencent à disparaître. L'argent fond à une vitesse vertigineuse. Pour tenir son train de vie, Gilles vend ses terres une à une, souvent à vil prix. Le scandale devient tel qu'en juillet 1435, sa propre famille obtient du roi Charles VII des lettres d'interdiction, défense à quiconque de lui acheter un domaine ou de lui prêter de l'argent. Un maréchal de France mis sous tutelle, comme un enfant prodigue. L'humiliation est totale. Ruiné mais incapable de renoncer, il cherche une issue magique, l'alchimie, la fabrication de l'or. En 1438, un prêtre lui ramène d'Italie un jeune clerc nommé François Prelati, qui prétend pouvoir invoquer un démon appelé Baron. Dans le donjon de Tiffauges, on trace des cercles, on récite des conjurations, on prépare des offrandes. Le démon ne se montre jamais. Et c'est précisément là que cette histoire devient vraiment terrifiante, parce qu'au même moment, autour de Machecoul, de Tiffauges et de Nantes, des familles pauvres racontent toute la même histoire, un fils parti garder les bêtes, mendier du pain ou porter un message au château, jamais revenu. Des dizaines de plaintes, plus tard consignées dans les actes du procès. La rumeur court de village en village. On murmure qu'à Machecoul, on mange les petits-enfants. L'enquête décrira un système entier, des serviteurs qui repèrent et amènent les victimes, Henriet Grillard, Étienne Corrillo du Poitou, le cousin Gilles de Sillé, et des femmes accusées d'avoir procuré des enfants. Des garçons surtout, entre 7 et 18 ans.
L'acte d'accusation retiendra le chiffre de 140 victimes, ou plus. Les historiens, eux, le disent franchement, le nombre exact ne sera jamais connu. Et puis Gilles de Rais commet l'erreur qui déclenche tout. Non pas un meurtre, un sacrilège. Le 15 mai 1440, en pleine messe, il fait irruption en armes dans l'église de Saint-Étienne de Mer-Morte, menace un clerc nommé Jean le Féron et le jette en prison, pour une banale querelle de propriété. Violer un sanctuaire, défier le duc de Bretagne, cette fois, la machine se met en marche. Mais le pire est encore à venir. L'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, ouvre une enquête secrète. Ses émissaires sillonnent les paroisses et recueillent les plaintes des familles, une à une. Le 29 juillet 1440, les conclusions sont rendues publiques par lettre patente. Le 15 septembre, des hommes d'armes se présentent devant Machecoul. Gilles de Rais n'oppose aucune résistance. Il est conduit à Nantes avec ses serviteurs les plus proches. Le piège où la justice vient de se refermer. 2 procès s'ouvrent en parallèle, le tribunal d'église juge l'hérésie et l'invocation des démons, la justice du duc juge les meurtres. D'abord, Gilles nie tout, en bloc. Il insulte ses juges, les traite de simoniaques et refuse de répondre. Alors les juges frappent fort, excommunication immédiate, et la menace explicite de la torture. Pour un chrétien du XVe siècle, l'excommunication, c'est l'enfer garanti. Et là, tout bascule. Le 21 octobre 1440, Gilles de Rais avoue. Hors de toute question, précise les actes, c'est-à-dire sans torture. Le lendemain, il répète sa confession en public, et il en rajoute, les enlèvements, les mises à mort, ce qu'il faisait au corps. Quand on lui demande qui l'a poussé à ces crimes, il répond qu'il n'a suivi que sa propre imagination. Puis, selon les actes, il exhorte les pères de famille à élever leurs enfants dans la vertu. Le 25 octobre, les sentences tombent, apostasie hérétique, invocation des démons, crimes contre nature et meurtre de 140 enfants ou plus. Même ces juges semblent dépassés par ce qu'ils ont entendu. Gilles obtient une faveur singulière, que son corps soit retiré des flammes avant d'être consumé, pour recevoir une sépulture chrétienne. Ses 2 valets, Henriet et Poitou, sont condamnés à mourir avec lui. Au matin du 26 octobre 1440, après une procession où la foule, dont, peut-être, des parents de victimes, prient pour son âme, Gilles de Rais est pendu puis livré aux flammes sur une île de la Loire, à Nantes. Son corps est retiré du bûcher et enseveli. 11 ans plus tôt, il entrait dans Orléans en libérateur aux côtés de Jeanne. Il meurt comme elle, sur un bûcher, condamné par un tribunal d'église. La mémoire populaire transforme ensuite le monstre en conte. Dans les campagnes de Bretagne et de Vendée, on se raconte l'histoire du Seigneur maudit. À partir du XIXe siècle, on l'associe à Barbe-Bleue, l'ogre du conte de Perrault, un lien que les historiens jugent pourtant incertain. Les ruines de Tiffauges deviennent le château de Barbe-Bleue. Mais pendant que la légende enfle, une question commence à ronger certains esprits. Dès Voltaire, le doute s'installe. Le dossier repose presque entièrement sur des aveux et des témoignages, obtenus dans un procès où l'accusé venait d'être excommunié et menacé de torture. Et certains font remarquer que ces terres, justement, intéressaient beaucoup de monde, à commencer par le duc de Bretagne. Au XXe siècle, l'archéologue Salomon Reinach, marqué par l'affaire Dreyfus, proclame son innocence. L'idée d'un procès truqué fait son chemin. Voici donc le verdict promis au début. En 1992, à l'initiative de l'écrivain Gilbert Proutot, un tribunal de réhabilitation réunit à Paris avocats, écrivains et personnalités politiques. Sa conclusion, non coupable. Acquitté, 552 ans après son exécution. Mais les médiévistes dénoncent une histoire spectacle truffée d'erreurs, et dans leur immense majorité, ils le tiennent toujours pour coupable. Reste l'énigme qui dérange, le héros d'Orléans et le monstre de Machecoul, et si c'était le même homme depuis le premier jour? C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as trouvé ça utile, like, abonnement, et partage-la à quelqu'un que ça intéressera. À la prochaine.